27 mai. À l'adresse de Monsieur Papa Longjambe. Cher monsieur, je viens d'accuser réception d'une lettre de Mrs. Lippett. Elle espère que rien ne laisse à désirer dans mon comportement ni dans mes études. Comme je ne sais probablement pas où aller cet été, elle me propose de revenir à l'orphelinat et d'y travailler pour gagner ma pension jusqu'à la rentrée universitaire. Je déteste le foyer John Grier. Je préfère mourir plutôt qu'y retourner. Votre très fidèle, Jerusha Abbott. Cher Papa Longjambe, vous êtes un type sympa. Je suis très heureuse au sujet de la ferme, parce que je n'ai jamais été dans une ferme de ma vie, et je détesterais retourner chez John Grier et laver la vaisselle tout l'été. Il y aurait un risque que quelque chose affreuse arrive, parce que j'ai perdu ma humilité d'autrefois, et j'ai peur de me mettre en colère quelques jours, et de casser toutes les tasses et toutes les soucoupes dans la maison. Pardon, brièveté et le papier. Je ne peux pas envoyer de mes nouvelles parce que je suis dans le cours de français, et j'ai peur que monsieur le professeur ne m'interroge tout de suite. Il l'a fait. Au revoir. Je vous aime beaucoup. Jerry. 30 mai. Cher Papa Longjambe, êtes-vous déjà venu ici? Que cette question ne vous trouble pas, c'est une simple façon de parler. Le parc est un endroit merveilleux au printemps. Tous les arbustes sont en fleurs et les arbres du plus beau vert. Les vieux pins, eux-mêmes, semblent rajeunis. La prairie s'émaille de pissenlits jaunes et de centaines de filles en robes bleues, blanches ou roses. Chacun est d'humeur libre et joyeuse, car les vacances approchent, et dans cette radieuse perspective, on oublie les examens. N'est-ce pas là une heureuse disposition d'esprit? Et puis, cher papa, je suis bien la plus heureuse de toutes ici. D'abord parce que je ne suis plus à l'orphelinat, et aussi parce que je ne suis ni bonne d'enfant, ni secrétaire, ni comptable, ce qui aurait sans doute été mon cas si je ne vous avais pas rencontré. Je suis désolée à présent pour toutes mes bêtises passées, désolée d'avoir été impertinente envers Mrs. Lippett, désolée d'avoir caloté Freddie Perkins, désolée d'avoir mis du sel dans le sucrier, désolée d'avoir fait des grimaces dans le dos des membres du comité de bienfaisance. Et parce que je suis si heureuse, je serai maintenant douce, sage et gentille avec tout le monde. Cet été, je vais commencer à écrire, pour devenir un grand écrivain. N'est-ce pas là une tâche exaltante? Oh, je suis en train de me forger un magnifique caractère. Il faiblit encore un peu quand il fait froid ou qu'il gèle, mais il reprend des forces dès que le soleil brille. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour tout le monde. Je ne partage pas la théorie selon laquelle la force morale ne s'acquiert qu'au travers des épreuves, de la tristesse et des déceptions. Les gens les plus heureux sont toujours pleins de bonté et de gentillesse. Je ne crois pas aux misanthropes. Quel mot superbe! Je viens juste de l'apprendre. Vous n'êtes pas un misanthrope, n'est-ce pas, papa? Mais je vous parlais de l'université. Comme j'aimerais que vous veniez y faire une petite visite. Je vous servirai de guide et je vous dirai « Voici la bibliothèque, cher papa, et voici l'installation à gaz. Et là, sur votre gauche, ce bâtiment gothique, c'est le gymnase. Et derrière lui, cette bâtisse d'architecture romane, de style Tudor, c'est la nouvelle infirmerie. Oh, j'ai des dispositions pour montrer les lieux aux visiteurs. À l'orphelinat, cela m'arrivait souvent. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait toute la journée. Mais oui, je vous assure. Et pour un monsieur en plus. Ce fut une grande expérience. Je n'avais jamais adressé la parole à un homme auparavant, excepté à quelques membres bienfaiteurs, mais cela ne compte pas. Pardon, papa. Je n'ai pas l'intention de vous blesser quand je parle aussi légèrement des bienfaiteurs. En fait, je n'arrive pas à vous considérer comme l'un d'entre eux, et pour moi, c'est un pur hasard si vous faites partie du comité. Le bienfaiteur en tant que tel est gros, solennel et bienveillant. Il vous tapote gentiment la tête et porte une montre de gousset au bout d'une chaîne en or. On dirait un hanneton, mais c'est le portrait de n'importe quel bienfaiteur, vous excepté. Donc, pour reprendre mon histoire, je me suis promenée, j'ai conversé et j'ai pris le thé en compagnie d'un homme. Et d'un homme de grande classe, s'il vous plaît. Monsieur Jarvie Pendleton, de la famille de Julia. Bref, son oncle, si vous préférez. Bref n'est pas le mot qui convient, car il est aussi grand que vous. Il était en ville pour ses affaires et a eu l'idée de venir voir sa nièce à l'université. C'est le frère cadet de son père, mais elle ne le connaît pas très bien. Il paraît qu'il lui a jeté un coup d'œil dans son berceau, qu'il a décidé qu'elle ne lui plaisait pas, et que depuis, il ne lui a plus accordé la moindre attention. Quoi qu'il en soit, il était assis là, dans le salon réservé aux visiteurs, parfaitement convenable avec son chapeau, sa canne et ses gants posés à côté de lui. Or, Julia et Sally avaient 7 heures de leçon qu'elles ne pouvaient pas manquer. Julia est entrée en trompe dans ma chambre pour me demander la faveur de faire visiter l'université à son oncle et de lui tenir compagnie jusqu'à ce que ses cours soient terminés. J'ai accepté pour lui faire plaisir, mais sans grand enthousiasme, parce que je ne me soucie guère des Pendleton. Mais celui-ci s'est révélé doux comme un agneau. C'est un être humain avant d'être un Pendleton. Nous avons passé un après-midi délicieux, et depuis, je meurs d'envie d'avoir un oncle.
Accepteriez-vous pour quelque temps d'être mon oncle? Je les crois encore supérieurs aux grands-mères. Monsieur Pendleton me fait penser un peu à vous, papa. Il ressemble à l'homme que vous avez dû être il y a une vingtaine d'années. Vous voyez, comme je vous connais bien, même si nous ne nous sommes jamais rencontrés. Il est grand et plutôt mince. Il a le teint basané, le visage sillonné de petites rides. Un étrange sourire semble toujours jouer au coin de ses lèvres, sans pourtant se décider à les franchir. Il a le don de vous mettre à l'aise et vous donne le sentiment de l'avoir toujours connu. Il est d'une société très agréable. Nous avons visité l'université de long en large depuis la cour jusqu'au terrain de sport. Puis il s'est déclaré fatigué et désireux de prendre le thé. Il a proposé que nous nous rendions à l'auberge de l'université. Elle se trouve juste au bout de l'allée de pins, à la sortie du parc. J'ai dit que nous devrions aller retrouver Julia et Sally, mais il a répondu qu'il ne voulait pas que ses nièces boivent trop de thé, que cela les rendait nerveuses. Nous sommes donc partis jusqu'à l'auberge où l'on nous a servi du thé, accompagné de petits pains, de marmelade, de glace et de gâteaux, le tout à une petite table installée sur la terrasse. Heureusement, l'auberge était presque déserte, car c'est la fin du mois et les étudiants n'ont plus beaucoup d'argent. Quel merveilleux après-midi! Mais il a dû se dépêcher pour ne pas rater son train, et c'est à peine s'il a pu voir Julia. Elle était furieuse que je l'ai accaparée. Il paraissait un oncle particulièrement riche et précieux. Cela me soulage d'apprendre qu'il est riche, car le thé et les pâtisseries ont coûté chacun 60 cents. Ce matin, nous sommes aujourd'hui lundi, 3 boîtes de chocolat sont arrivées en express pour Julia, Sally et moi-même. Que dites-vous de cela, recevoir des friandises de la part d'un monsieur? Je commence à oublier l'orpheline et à me sentir de plus en plus jeune fille. J'aimerais que vous veniez ici un jour. Nous pourrions prendre le thé et je verrai si vous me plaisez. Ne serait-ce pas terrible si ce n'était pas le cas? Mais non, c'est impossible. Je sais bien que vous me plairiez. Bien, je vous présente mes hommages. Jamais je ne t'oublierai. Jelly. PS. En me regardant dans la glace ce matin, j'ai découvert une nouvelle fossette qui, j'en suis sûre, n'était pas là auparavant. D'où vient-elle? Le savez-vous? 9 juin. Cher papa Longjambe, jour de gloire. Je viens de terminer ma dernière épreuve, physiologie. Et maintenant, 3 mois à la ferme. Je ne sais pas du tout ce qu'est une ferme. Je n'y suis encore jamais allée et je n'en ai même jamais vu, sinon à travers les vitres d'une voiture. Mais je sais que je vais m'y plaire et que je vais aimer me sentir libre. Même maintenant, je ne suis pas encore tout à fait habituée à ma liberté. L'image du foyer de John Grier me poursuit. Chaque fois que j'y pense, cela me donne de petits frissons dans le dos et j'ai l'impression de devoir courir de plus en plus vite en regardant par-dessus mon épaule pour éviter que Mrs. Lippett ne me rattrape et ne me mette la main dessus. Il n'y aura personne pour me surveiller cet été, n'est-ce pas? Votre autorité de principe ne me gêne guère. Vous êtes trop loin pour me causer aucun souci. Mrs. Lippett est morte pour toujours en ce qui me concerne. Quant aux Semple, je ne crois pas qu'ils aient pour consigne de veiller à ma bonne conduite. Non, j'en suis sûre. Me voilà donc devenue une grande personne à part entière. Hurrah! Je vous laisse à présent pour faire ma valise et empaqueter mes affaires. 3 caisses contenant ma bouilloire, de la vaisselle, des coussins et des livres. Pour toujours, votre dévouée Jelly. PS. Si je vois mon examen de physiologie, auriez-vous réussi? Ferme de Lock Willow, samedi soir. Très cher papa Longjambe, je viens tout juste d'arriver et je n'ai pas encore eu le temps de déballer mes affaires. Mais je ne peux pas attendre plus longtemps pour vous dire à quel point j'aime la ferme. C'est un endroit absolument divin, divin, divin. Voici le dessin de la maison. Comme vous le voyez, c'est une grande bâtisse carrée de style ancien. Sa construction remonte à une centaine d'années environ. Elle a une véranda sur le côté que je n'ai pas pu dessiner, et devant, une entrée avec un porche très accueillant. Pardonnez mon dessin qui n'est pas très fidèle. Les petits plumeaux que vous voyez là sont en réalité des érables, et les arbustes épineux qui bordent la route, des sapins et des épicéas bruissant sous la caresse du vent. La maison est bâtie au sommet d'une colline d'où l'on a une vue magnifique qui s'étend sur des kilomètres de vertes prairies, jusqu'à une nouvelle ligne de collines. C'est le genre de paysage que l'on trouve ici, dans le Connecticut. Un paysage tout en vagues ondoyantes, et la ferme de Lock Willow est située sur la crête d'une de ces vagues. Les étables, qui se trouvaient de l'autre côté de la route, barraient légèrement l'horizon. Elles ont été fort heureusement détruites par la foudre. Les habitants se composent de Mr. et Mrs. Semple, d'une fille de ferme et de 2 hommes engagés pour les moissons. Ces derniers prennent leur repas à la cuisine. Les Semple et Jelly dans la salle à manger. Pour dîner, nous avons eu des œufs au jambon et aussi des biscuits, du miel, du gâteau en gelée, de la tourte, des fruits marinés dans du vinaigre, du fromage et du thé, sans oublier un bon bout de conversation. Je n'ai jamais été aussi drôle de ma vie. Tout ce que je dis prête à rire.
Comme c'est mon premier séjour à la campagne, mes questions sont sans doute d'une grande naïveté. La chambre, marquée d'une croix sur le dessin, n'est pas celle où le crime a été commis, mais celle que j'occupe. C'est une pièce carrée, vaste et claire, avec des meubles anciens, pleins de charme. Des volets que l'on cale à l'aide de tuteurs et des stores verts garnis d'un galon doré qui vous retombe sur les mains dès que vous les touchez. Il y a aussi une grande table en acajou au carré où j'ai l'intention de m'accouder une bonne partie de l'été pour écrire mon roman. Oh, papa, je suis si excitée. Il me tarde que le jour se lève pour commencer mon exploration. Il est à présent 8h30. Je vais souffler ma chandelle et essayer de dormir. Le réveil est prévu à 5h. Vous êtes-vous jamais autant amusé? Je n'arrive pas à croire que cela m'arrive à moi, Djali. Le bon Dieu et vous me donnez plus que je ne mérite. Je dois devenir une très gentille personne pour pouvoir vous remercier. Mais je vais l'être, vous verrez. Bonne nuit, Djali. PS. Oh, si vous pouviez entendre le chant des grenouilles et le cri des petits cochons. Et si vous pouviez voir la nouvelle lune. Je l'ai vue par-dessus mon épaule droite. Cela porte bonheur.